bonjour ou bonsoir selon l'heure, hein, on y est presque, à tout le monde. Merci d'être présent dans cette présentation autour de pgdump, autour de Postgres, parce que je sais qu'il y avait des talks super intéressants à côté, donc voilà. Avant de commencer, juste pour connaître un petit peu, parce que du coup on est en petit groupe, donc on va se tutoyer, hein, juste pour savoir un peu l'audience, vous avez déjà tous utilisé Postgres? Cool. Alors du coup, moi, voilà, je m'appelle Stéphane Ferco, je suis originaire de Mons en Belgique, donc pas très très loin. Je suis originalement DBA Postgres, ça fait 15 ans que j'utilise Postgres, et depuis quelques années maintenant, je suis consultant ou expert Postgres dans une société de services autour de Postgres qui s'appelle DataYgret, basée en Allemagne, mais on a des conseils des clients un peu partout en Europe et dans le monde. Et concrètement, on fait du consulting, du support, de la formation. Voilà, et concrètement, vous le verrez très vite si vous tapez mon nom sur internet. Vous pouvez me retrouver assez facilement parce que je suis un grand fan et un des contributeurs de l'outil PG Backrest, qui est un outil de sauvegarde pour Postgres. Et j'ai récemment été aussi reconnu contributeur officiellement du projet PostgreSQL en lui-même. Parce que Postgres, c'est pas qu'une base de données, c'est aussi et avant tout une communauté, et le projet est très actif, très vivant, et il reconnaît non seulement les contributions de code pur, de code source à Postgres, mais aussi tout ce qui est autour, dans l'écosystème des outils ou dans l'organisation des conférences. Donc si vous me cherchez sur internet, je suis assez facilement trouvable, c'est pgsteph, et puis sur mon blog, il y a pas mal d'articles de blog sur tout ce qui est sauvegarde, haute disponibilité, qui sont vraiment les sujets qui me tiennent à cœur, et vous retrouverez aussi l'ensemble des slides de toutes mes conférences passées, et celles-ci seront aussi disponibles, donc dès la fin du talk, vous aurez les slides directement dispo. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de Postgres. Postgres, pour moi, un des atouts numéro 1, c'est sa documentation. La documentation, elle est extrêmement complète, elle convient autant aux DBA qu'aux développeurs, qu'aux utilisateurs plutôt de la base de données, parce qu'il faut savoir l'installer, mais il faut aussi savoir l'utiliser d'un point de vue voilà, requêtage, etc. Et clairement, la documentation, elle est écrite par les développeurs de Postgres, majoritairement, et elle est en anglais. Par contre, on sait que les Français, ils sont un peu chauvins, ils aiment bien voir les choses en français, et donc on a une team de contributeurs qui s'occupe, notamment sous l'égide de Guillaume Lelarge, de créer la documentation en français. Et donc là, vous avez le petit QR code qui vous mène à la documentation de Postgres en français. Chaque fois qu'il y a une nouvelle version de Postgres, on s'amuse à traduire la documentation en français. Là, pareil, par exemple, on est occupé à faire la documentation de la version 18 qui va bientôt sortir, mais voilà, on a la bêta, on est déjà occupé à la préparer. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on est là pour parler de pgdump, mais pas essentiellement. Mais par où commencer? Tout ça vient en fait d'un mythe que j'entends très régulièrement. Genre, si j'ai un dump de la prod, tout va bien. Et ça, je l'entends partout. Je l'entends dans des conférences Postgres de DBA, je l'entends quand je vais en meet-up de développeurs qui me disent « Oui, mais j'ai mis mon petit site web en ligne parce que j'ai pas envie de me prendre un DB as a service et payer ultra cher, donc j'ai mis mon petit serveur hébergé, managé moi-même, et je fais un dump et tout va bien. » Même quand je donne des formations chez des clients avec leur team de développeurs pour leur apprendre qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire en SQL, ils me disent tous « Bah oui, mais avant de mettre à jour une nouvelle version de notre application en prod, on fait un dump. » Ah ben moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer pourquoi un dump, ça sert pas à ça. En tout cas, j'espère que c'est ça que vous allez retenir de la séance. Concrètement, l'objectif de la séance, pour ceux qui vont arriver à suivre jusqu'au bout, c'est de comprendre le type de sauvegarde en Postgres. Parce qu'il y a vraiment deux types, et chaque type de sauvegarde a son usage. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est vraiment vous apprendre à savoir quand utiliser pgdump, ou quand pas le faire. Et surtout, du coup, acquérir les bons réflexes de sauvegarde, même lorsqu'on fait du dev ou du test, parce que ça m'arrive très souvent de voir des clients, voire même des requêtes passer, au support tiens, un développeur a supprimé des données en test, est-ce que vous pouvez les récupérer? Donc même en test ou en développement, maintenant on met en place des sauvegardes. Parce qu'après tout, des sauvegardes, à quoi ça sert? Quand on y réfléchit, des sauvegardes, ça sert naturellement en cas de panne, forcément. En cas de corruption de système, mais aussi en cas d'erreur humaine. Parce que, mine de rien, des développeurs qui oublient la closeware en production dans un delete, ça arrive. Et puis ça arrive encore plus souvent d'avoir des mises à jour de schémas applicatifs qui posent problème et qu'il faut revenir en arrière. Et là, quand vous n'avez qu'un dump sous la main, je vous prie de croire que c'est long à restaurer.
Et de plus en plus maintenant, les questions que je vois souvent en meet-up, parce que je vais souvent en meet-up, concrètement, on me pose très clairement souvent la question comment est-ce que je duplique effectivement et efficacement mon environnement de production en test. Et l'objectif des prochains slides, ça va être de vous montrer qu'en fait, pour dupliquer un environnement de production en test, pgdump, c'est pas fait pour. Mais du coup, on va encore plus loin, parce qu'aujourd'hui, vous avez des CI/CD en place, vous avez des pipelines qui vous rebuild des bases de données pour pouvoir tester vos applicatifs, etc. Eh ben, pgdump, c'est lent, et ça reflète pas forcément la production. On va voir pourquoi. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, en résumé, c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que concrètement, quand on parle de sauvegarde, copier ou sauvegarder un PDF ou un docx, c'est pas du tout pareil que de sauvegarder un wiki où vous êtes occupé à éditer des pages à plusieurs. Donc, pour chaque besoin, il y a un outil. Et ça, c'est un peu un principe de base dans Postgres. Pour chaque besoin, il y a un outil. Et donc, dans Postgres, il y a deux types de sauvegarde, grosso modo, et on va vraiment aller en détail là-dessus aujourd'hui. pgdump, c'est ce qu'on appelle de l'export logique, de la sauvegarde logique. C'est simple, c'est portable, mais c'est très lent. Et donc, quand on veut aller plus loin, on utilise de la sauvegarde physique. Sauvegarde physique, c'est quoi? Lorsque vous installez un Postgres sur votre PC, sur votre serveur, il y a un répertoire de données. Quand vous installez un programme, il y a des données sur votre PC. Et ce qu'on veut faire, en fait, c'est copier ce répertoire-là et le copier sur un autre serveur qui doit être du coup identique. Parce que vous n'allez pas copier un répertoire d'installation d'un Windows et vers un Linux, ça ne marchera pas. Donc forcément, une sauvegarde physique, bah oui, c'est plus rapide pour des gros volumes de bases de données, mais c'est beaucoup moins portable et c'est beaucoup plus complexe à mettre en place. Par contre, c'est un avantage non négligeable, c'est que ça nous permet de faire du voyage dans le temps, du point-in-time recovery. Et ça, on verra ce que c'est aujourd'hui. Alors, pgdump, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous ai mis le lien vers la documentation en français, mais si vous faites simplement pgdump -help en ligne de commande, vous verrez que pgdump est un outil pour exporter une base de données en tant que fichier texte ou dans un autre format. Ça veut dire quoi ça? Concrètement, petit exemple. Donc par défaut, pgdump, ça exporte un fichier texte. Ça se lance comment? pgdump, j'ai une petite base de données d'une centaine de mégas sur mon PC, pgdump de ma base de données Pagila, et je vais rediriger ça vers un fichier .sql. Tout simple, le fichier .sql de ma base de données qui fait 120 mégas, 103 mégas. Bon, déjà, vous vous dites que quand je vais commencer à copier des centaines de gigas, ça va prendre de la place. Comment est-ce que ça se restaure? Parce que c'est bien de savoir comment l'exporter, mais comment je le réimporte? Eh ben, un fichier texte, on va voir tout de suite après ce que ça contient. Ce fichier texte, il contient un ensemble d'instructions SQL. Create table, copie de vos données, etc., etc. Comment est-ce qu'on rejoue des commandes SQL avec Postgres? On utilise PSQL, qui est l'outil en ligne de commande pour se connecter. Vous pouvez utiliser d'autres systèmes du genre pgadmin, Dbeaver, Navicat, etc. Il y a plein d'outils graphiques pour se connecter. Moi, bon DBA, généralement j'ai juste PSQL. Donc ça s'utilise comment? Simplement vers une base vide. Donc j'ai créé une deuxième base vide, Pagila Restored, et je rejoue ce fichier de script, pagila.sql. Vous vous doutez bien, qu'est-ce qu'on a dedans? Dans un fichier SQL de pgdump, on a juste ça. Des create table, des copies, et puis derrière, create index. Parce que oui, on va pas stocker les valeurs d'index, on va créer la définition de l'index. Donc quand on va restaurer ça, imaginez-vous que vous avez des centaines de gigas de bases de données, recréer les index après l'importation du dump, ça va vite prendre du temps. Donc vous voyez là où je veux en venir. Hein. Ouais, alors, je vous ai montré, pgdump, ok, il fait un dump d'une base de 120 mégas, il fait 100 mégas. C'est pas très portable, tout ça. Eh ben, Postgres, en fait, il est quand même malin. Il a un format custom. C'est le format custom de Postgres, il n'est pas par défaut, malheureusement. Et donc, il va falloir l'utiliser. Ce format custom, il permet quoi? Il permet d'utiliser pgdump, -fc pour le format custom, de générer un dump compressé. Ce dump compressé de la même base de données va me faire 13 mégas. Essayez pas de l'ouvrir, c'est un fichier binaire, c'est pas prévu pour. Par contre, du coup, c'est pas des instructions SQL. Donc on n'utilise plus PSQL, on peut enfin utiliser, j'ai dit tout à l'heure, pour chaque utilisation, chaque cas d'usage, on a un outil. Pour restaurer un dump, on a pgrestore. pgrestore vers une base vide toujours de mon fichier dump. Avantage non négligeable, pgrestore, il a plein d'options. Il vous permet de filtrer l'étape que vous voulez restaurer. Il vous permet d'utiliser du parallélisme, chose que vous ne pouvez pas faire avec PSQL. Donc là, tout de suite,
Voilà, quand on parle de pgdump, première erreur, n'utilisez pas le format texte, utilisez le format compressé parce que pgrestore est beaucoup plus efficace. Donc en résumé, pgdump, c'est un export logique. Donc c'est vraiment exporter la logique de vos tables, la définition de vos tables et vos données. Point. C'est très flexible, parce que c'est la méthode historique pour faire une mise à jour de version de Postgres. Donc vous pouvez récupérer ce dump d'une version 16 et aller le réimporter sur une version 17. Vous pouvez utiliser ce dump et aller d'un serveur Linux vers un serveur Windows. Pour autant que les collations fonctionnent, généralement ça marche. Donc c'est flexible, c'est portable, vous pouvez changer de serveur, etc. Chose que vous ne pouvez pas faire avec une sauvegarde physique. C'est une sauvegarde au niveau base de données. Donc dans votre cluster Postgres, dans votre instance Postgres, vous pouvez avoir plusieurs bases de données. Ben, pgdump, il fait une base de données à la fois. Donc si vous avez des données qui sont dispatchées dans plusieurs de vos bases de données au sein du même cluster, pgdump, il ne va pas vous garantir la cohérence de vos données. Hein. Donc déjà là, vous êtes mal embarqué. Par contre, il est vachement flexible, il nous permet d'être très précis et de pouvoir aller chercher juste un dump d'une table ou de restaurer juste une table. Ça, vous pouvez le faire avec un export logique parce qu'il a la définition des tables. Par contre, du coup, lorsqu'on restaure, on va restaurer ça sur une base vide. On va rejouer l'ensemble des requêtes, des create tables, etc. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas de fragmentation. Et ça, je vais venir dans un moment, ça fait partie pour moi, quand on fait une copie de prod sur test, on a une différence à ce niveau-là, parce qu'on a une différence, la production, elle a de la fragmentation. Et lorsque vous rejouez vos create index sur des centaines de gigas de base de données, ça va être lent. Et à la fin, quand vous faites un réimport, Postgres, il ne sait pas ce que vous avez importé. Et donc pour savoir si votre requête, elle va devoir faire un parcours d'index ou un parcours sur disque, eh ben, il n'a pas les statistiques pour le savoir, vous allez devoir utiliser l'analyse. Et ça, on va y venir dans un instant, parce que c'est pour moi deux points essentiels de choses qui changent de comportement entre la production et le test. Et donc, grosso modo, à retenir, pgdump, plus vous avez une grosse base de données, moins ça va être performant. Et donc, je vous disais, fragmentation de données, qu'est-ce que c'est? Très 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 grossièrement dit, dans Postgres, chaque mise à jour, chaque suppression va générer une donnée morte. Il va juste aller rendre invisible la donnée. C'est tout. Vous allez faire un update, il va juste créer une nouvelle valeur, et l'ancienne va juste être invisible aux nouvelles transactions. C'est tout ce qu'il va faire. Donc vous avez des données mortes. Il va falloir gérer ça, on va voir dans une seconde comment est-ce qu'on fait, mais grosso modo, il y a des données mortes. Ça va avoir aussi un impact sur les performances, ces données mortes. C'est pas grave d'avoir des données mortes, on va y venir, mais grosso modo, l'objectif, c'est le MVCC de Postgres, c'est de l'atomicité, etc. Donc lui, il gère comme ça ses transactions, sa visibilité des lignes. Il y a un processus en arrière-plan qui va gérer lui-même ce pool de données mortes pour pas que vous en ayez trop. Donc l'objectif, c'est d'avoir un pool vraiment de tables fragmentées où vous allez venir réécrire dans les trous plutôt que de grossir la table au bout. Donc plutôt que de toujours grossir votre table, vous allez avoir un pool de données mortes identifiées, vous allez réécrire à ces endroits-là. Mais ça a un impact sur les performances, parce que quand vous avez une table de 100 Go mais que vous avez 2 ou 3 Go de fragmentation, ben oui, mais il faut ramener ces 2 ou 3 Go de fragmentation en plus. Donc si vous avez déjà un serveur de test où il n'y a pas de fragmentation, la performance de la requête ne va pas être la même. Et puis du coup, il faut aussi savoir qu'en production, vos index seront un petit peu ralentis parce qu'ils pointent aussi vers les données mortes. Donc ça, c'est des informations à maintenir à jour. Et je vous parlais de statistiques. Ben, pour savoir concrètement comment il doit vous ramener, vous faites un select de vos utilisateurs. Vous avez dans votre base de données 80% d'utilisateurs féminins et 20% d'utilisateurs masculins. Vous voulez ramener toutes les dames, ça sera peut-être plus intelligent de ramener toute la table et de filtrer, d'exclure au moment de la récupération les hommes, parce qu'il y a que 20% de la table à pas récupérer. Par contre, si vous voulez aller chercher les 20% d'hommes, ça serait peut-être plus facile d'aller chercher l'enregistrement dans l'index et puis d'aller chercher sur la table. Donc pour choisir le parcours de la requête que Postgres va faire, il doit connaître ce que vous avez comme données. Et pour ça, il a besoin d'un échantillon statistique. Savoir que vous avez 80% de femmes ou 20% d'hommes, ben, il doit le savoir. Donc il doit avoir cet échantillon statistique pour pouvoir optimiser ses plans d'exécution. Il a aussi besoin de savoir typiquement le nombre de lignes dans vos tables.
Parce que quand vous allez joindre deux tables, ben, si vous joignez la plus grosse ou la plus petite, ça va pas être la même chose. Si vous avez une table d'1 million de lignes et une table de 10 lignes, ça va être peut-être plus simple de ne pas faire 1 million de fois la boucle, mais de la faire que 10 fois. Donc forcément, ces statistiques, ces informations sur vos données, elles sont importantes pour calculer le bon parcours de la requête. Et ça, ces statistiques, ils vont avoir un impact sur vos performances. Parce que lorsque vous venez de recharger un PG Restore, il n'y a pas de statistiques. Et donc clairement, quand vous utilisez pgdump, pgrestore pour faire du CI/CD, si vous ne faites pas un analyse et que vous ne collectez pas les statistiques avant de lancer votre requête, Postgres, il ne sait pas qu'est-ce que vous avez réinjecté comme données. Donc ça, c'est quelque chose qui amène à des surestimations, des sous-estimations, et donc à des mauvais plans de requête. Et donc comment ça se gère ça dans Postgres? Ben, ce sont des termes que vous allez entendre très souvent, c'est le vacuum. Le vacuum, c'est le démon dans Postgres. Le vacuum, c'est quoi? Il est là juste pour identifier les lignes mortes. Il va, lui, quand vous avez des grosses suppressions de données, vous lancez un vacuum à la main dessus, et lui, il va vous identifier les trous, en fait, dans votre table. Comme ça, lorsque vous allez faire des inserts, il va pouvoir aller plus rapidement réécrire ça. J'y reviendrai à la fin, si tu veux. Juste une question, les lignes mortes, c'est ce qu'ils appellent des tombstones, parfois? Des tombstones. J'ai jamais entendu ce terme-là dans Postgres. Mais on en reparle après, si tu veux. Mais les lignes mortes, c'est plutôt des tuples, c'est des tuples dans Postgres. Donc le vacuum, il est là pour vraiment identifier les trous dans votre table, là où vous allez pouvoir insérer de nouvelles données pour éviter qu'il y ait trop de données mortes. Donc on gère la fragmentation comme ça. Analyze, c'est la commande qui met à jour les statistiques, donc lorsque vous faites un gros rechargement de base, il faut mettre un analyze. Vous avez quand même une opération qui s'appelle vacuum full, qui est là pour réécrire complètement votre table physiquement, donc pour défragmenter en fait. Ça, c'est une opération qui est complètement bloquante, elle va bloquer votre première table, réécrire une table à côté, et quand la nouvelle table est prête, il supprime l'ancienne. Et pendant qu'il fait ça, il bloque les lectures de la première table. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas en production. Et vous vous doutez bien que Postgres, il est quand même relativement malin. Il n'a pas besoin que vous lanciez vos vacuums ou vos analyses à la main. Il a un démon pour le faire, l'auto-vacuum. Sauf que l'auto-vacuum, il est là pour le faire en arrière-plan. Et donc il faut quand même surveiller son activité, parce que parfois il est sous-dimensionné, donc il va pas assez vite. Et puis si vous rechargez 100 gigas de base de données, le temps que lui, il aille analyser tout ça, faut quand même lancer la commande analyze ou vacuum à la main. Donc ça, sachez-le, lorsque vous faites des grosses mises à jour de données ou des grosses suppressions en production, il y a quand même un impact, et il faut connaître ces commandes-là. Et ça explique très souvent, je te jure, en dev, ça marchait. Ça, je l'entends, mais tout le temps. Mais oui, mais je vais pas mettre le PC du développeur en production, hein. Généralement, j'ai pas de la fragmentation sur le PC du développeur, généralement, j'ai pas des statistiques à jour, etc., etc. Et donc, pour revenir à la question originale, pgdump ou pas pgdump, pgdump, il n'est pas forcément adapté lorsqu'on a des sauvegardes de forte volumétrie, ou lorsque, selon moi, on veut avoir une copie exacte de la production sur un serveur de test. Parce que quand on veut une copie exacte, on a le même OS, la même version de Postgres. Et donc, les mêmes statistiques et la même fragmentation. Comment on fait pour aller plus loin, du coup? Eh bien, on utilise la sauvegarde physique. La sauvegarde physique, l'objectif, comme je vous ai dit, quand vous installez une base de données Postgres, vous avez les répertoires de données sur votre serveur, là, ben, on va juste se dire, je vais copier ce répertoire de données. Sauf que votre base de données, elle vit. Et donc ces fichiers-là, ils sont modifiés pendant que votre base, elle vit. Comment est-ce qu'on copie une base qui fonctionne? Eh bien ça, on doit se servir des journaux de transaction, parce que Postgres a un journal de transaction, ce qu'on appelle les walls. Le write ahead log, ce sont les journaux de transaction. On fait souvent un amalgame, vous entendrez ça très souvent, on appelle les fichiers wall de 16 mégas. Alors non, Postgres, il va le tracer l'entièreté de l'activité qu'il y a sur la base depuis son origine. C'est le journal de transaction, ça fait que grandir. Sauf qu'il n'a pas besoin de se rappeler de tout ce qui s'est passé depuis 3 ans. Hein. Donc il va juste garder les derniers moments, et donc il va découper son journal de transaction en petits fichiers de 16 mégas, ce qu'on appelle des segments. Ils sont stockés dans pgwall, donc si vous avez un répertoire pgwall qui prend de la place, ne supprimez pas ce qu'il y a dedans, parce que les walls, ils sont conçus pour éviter la perte de données dans Postgres. Donc si vous perdez un wall, vous allez perdre des données, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que dans Postgres, ces transactions, elles sont écrites d'abord, séquentiellement, dans son journal. Pardon. Et donc, lorsque vous allez faire un commit, ce qui va se passer, c'est que avant de vous rendre la main, Postgres va aller écrire sur disque ce wall. Donc la donnée que vous avez modifiée, elle va d'abord aller dans le journal. Et ce n'est que lorsque ce journal il va être écrit
sur disque que le commit va rendre la main. Donc le commit vous est rendu, la main vous est rendue après le commit avant que ça ne soit écrit dans les répertoires de données. Hein. Les répertoires de données, ils sont mis à jour de façon asynchrone. Ça, l'objectif, c'est de se dire, en fait, Postgres va tracer toute l'activité dans ces journaux de transaction, et si les données qui sont en fait, voyez votre répertoire de données comme un gros disque mécanique, et vous vous dites, ok, ma table est éclatée partout sur disque mécanique, je vais insérer 100 gigas, j'ai pas envie d'aller copier à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, ça va être super lent. Donc ce qu'il va faire Postgres, c'est qu'il va d'abord aller l'écrire de façon séquentielle dans son journal, l'écrire sur disque, et vous rendre la main. Et puis il va petit à petit, en arrière-plan, aller écrire ça dans votre répertoire de données, de façon asynchrone. Comme ça, les opérations, les écritures lentes, elles sont faites de façon asynchrone en arrière-plan. Ça accélère les écritures, très fortement. Et du coup, en cas de crash, qu'est-ce qu'il fait? Il a juste à rejouer les transactions qu'il n'avait juste pas encore été écrites sur disque, il a juste à les rejouer, parce qu'elles existent sur disque. Voyez ça vraiment comme ce petit bonhomme-là qui fait une modification de données. Quand il fait une modification de données, il la fait d'abord en mémoire partagée, ce qu'on appelle le shared memory en Postgres. Lorsqu'il fait son commit, ça va être écrit dans les journaux de transaction. Et lorsque le journal de transaction va être sur disque, la main est rendue à l'utilisateur, il peut passer à la suite. Les fichiers de données, ils sont mis à jour en arrière-plan par deux processus qui s'appellent le checkpoint et le background writer. C'est du DBA, hein, on va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Donc retenez que les transactions qui modifient les données, elles les modifient en mémoire, et lorsque vous faites un commit, ça va d'abord dans les walls, et puis ce sont les checkpoints et le background writer qui vont aller modifier sur disque, qui vont descendre sur disque toutes les pages modifiées. Ça c'est important parce que du coup, lorsqu'on va vouloir en fait copier une base de données qui vit, copier des fichiers de données qui vivent, eh ben, tant qu'on a la copie des fichiers de données et qu'on a les journaux de transaction, on devrait être bon, on a la tête cohérente. Mais c'est ça que fait PGBase Backup. Alors PGBase Backup, c'est un outil dans le cœur de Postgres qui vous permet de prendre une copie au niveau système de fichiers. Donc lui, il va prendre une copie du data repertory. Il va faire ça non pas en se connectant au système, mais en dialoguant directement avec Postgres, en se connectant à Postgres via ce qu'on appelle le protocole de réplication. Il va s'y connecter et va récupérer bloc par bloc l'ensemble des fichiers du disque. Et en même temps, il est malin assez que pour lancer une deuxième connexion et récupérer en parallèle tous les journaux de transaction qui sont occupés à être générés pendant qu'il fait la copie. Comme ça, à la fin de la copie, il a quoi? Il a le répertoire de données, et toute l'activité, tous les journaux de transaction qui ont été écrits, qui ont été générés pendant la copie. Comme ça, un restore, c'est quoi? C'est juste redémarrer votre instance sur des fichiers de données qui sont pas cohérents, mais c'est pas grave, vous allez rejouer l'ensemble des journaux de transaction. Toutes les transactions qui ont eu lieu vont être rejouées, donc vous aurez une base de données propre et cohérente à la fin de votre sauvegarde. PGBase Backup, par défaut, c'est un format plat, c'est du format texte. Donc ce que je fais, c'est que je le lance, format plat, je me connecte pour récupérer les walls en stream, et puis je stocke ça dans un répertoire que j'ai appelé backup 1, et puis ce backup 1, il fait 159 mégas. Ben oui, parce que ma base de données, elle peut en faire 120, mais j'ai la définition de mes index, etc. J'ai des walls, j'ai quoi? J'ai quoi là-dedans? J'ai le contenu de ma base, j'ai mes journaux, et j'ai mes fichiers de configuration. Parce que sur des répertoires de données sur Red Hat, par exemple, sur Rocky Linux, etc., les fichiers de configuration de Postgres sont à l'intérieur du répertoire de données. Ça, c'est quelque chose aussi de très différent. Quand vous utilisez pgdump, pgrestore sur un autre serveur, pgdump, il ne sauvegarde pas vos configurations. Hein. La sauvegarde physique va le faire. Vous vous dites bien que 159 mégas pour une base de données qui en fait 120, c'est un peu chiant. Ce serait bien si on pouvait compresser ça. PGBase Backup, il a le format tar qui permet d'être compressé avec gzip. Ça donne quoi? Ça donne 20 mégas de données compressées. Donc on est quand même un petit peu au-dessus du pgdump, mais ça marche quand même vachement bien. Alors je vous disais tout à l'heure que dans Postgres, à toute utilisation, il y a un outil. On a PGBase Backup, malheureusement on n'a pas PGBase Restore. Donc aller faire une restauration de ça, il faut savoir comment ça marche parce qu'il faut le faire à la main. Décompresser, détarer le répertoire wall, le répertoire de base, récupérer les walls, etc. Tout ça, faut le faire à la main, malheureusement. Donc, ça fait partie des prochaines choses que je vous dirai. Ne le faites pas à la main, il y a des outils pour ça. Et donc, pgdump ou pas pgdump, c'est un peu la question qu'on se posait dès le début. C'est, vous avez compris, PGBase Backup, il est là pour faire une copie des fichiers de l'instance. Il est donc très utile pour faire une copie de la réalité, pour faire une copie d'un gros volume,
Par contre, il va vous copier l'instance complète. Il n'est pas capable de vous faire une sauvegarde de juste une table, ou juste une base. Il copie tout. Et donc, il restaure tout aussi. Donc, à chaque outil, son avantage. Donc, il est moins flexible. Je vous ai dit, vous copiez un répertoire de données qui est installé sur un serveur Linux, sur une version Postgres 17, il ne faut pas restaurer ça sur un Windows Postgres 13, hein, ça ne marchera pas. D'accord? Vous devez avoir le même OS, la même version de Postgres. Mais, par contre, cette optique de se dire, tiens, j'ai une copie de ma base de données physique, et j'ai l'ensemble de mes jours de transactions, ça permet de faire quoi? Ça permet de voyager dans le temps. Et là, on arrive à ma partie préférée, et je vais essayer de pas trop m'étendre parce que je peux en parler pendant des heures. Le Point in Time Recovery, l'objectif, c'est de restaurer votre base de données à un moment donné dans le temps. À un moment donné, après votre dernière sauvegarde quand même, hein. Faut pas déconner. L'objectif, c'est de combiner une sauvegarde au niveau système de fichiers et de se dire que mes journaux de transactions, ah bah si vous voyez ça ici, ce petit graphique, faites votre PGBase backup. Donc votre base de données, elle fait quoi? Elle vit. Elle vit, les journaux de transactions, ils sont générés tout le temps. Pendant votre PGBase backup, il y a des walls qui sont générés. Donc PGBase backup, il est malin, il peut récupérer les journaux de transactions qui ont été générés, pas de souci, vous avez, quand vous faites un restore, vous avez une base de données cohérente après le PGBase backup. Par contre, concrètement, après votre sauvegarde, il y a encore des walls qui sont générés en fait. Hein. Donc si vous avez tous ces journaux de transactions, vous pourriez les rejouer, continuer à rejouer. Pourquoi s'arrêter à la fin du PGBase backup? On pourrait aller jusqu'au bout en fait. On pourrait aller jusqu'au dernier wall qui a été copié. Donc ça, c'est le Point in Time Recovery. L'objectif, c'est vraiment de combiner la sauvegarde au niveau système de fichiers avec la sauvegarde des fichiers wall. Et pour restaurer, on restaure la sauvegarde système et on rejoue les journaux de transactions. Au minimum jusqu'à la fin de la copie, puisqu'on a copié des fichiers qui étaient occupés à être modifiés pendant qu'on les a copiés, donc il faut au moins restaurer l'état de cohérence, mais on peut rejouer l'ensemble des journaux de transactions qui ont été générés après aussi. Ou on peut s'arrêter à un point donné, n'importe où, entre la fin de la sauvegarde et maintenant. C'est ça le voyage dans le temps. Donc la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on conserve une copie de ces fichiers wall? Parce que vous vous doutez bien, Postgres, il ne va pas conserver l'ensemble des journaux de transactions qui ont été générés depuis son origine. Hein. À partir du moment où les journaux de transactions, toutes les données qu'elles contiennent ont été descendues sur disque, dans les répertoires de données, il va les supprimer. Donc comment est-ce qu'on en garde une copie? Il y a deux façons de faire. Il y a la façon... l'ancienne méthode, on va dire, qui fonctionne toujours très très bien et que moi j'ai tendance à utiliser, c'est l'archivage. On va demander à Postgres, à chaque fois que tu vas créer un nouveau fichier wall, s'il te plaît, fais-moi une copie du précédent. Et simplement dans la doc de Postgres, on vous dit d'utiliser CP sur un point de stockage. Là j'ai mis un répertoire MNT qui est un point de montage NFS en local, peu importe. Ça peut être une commande système très simple, ça peut être un gzip, ça peut être une commande vers Amazon, ça peut être ce que vous voulez. C'est n'importe quelle commande système pour faire une copie. Ou alors, l'autre méthode, c'est pgreceiveall. Pgreceiveall, c'est en fait le même principe que pgbase backup. Donc, pgreceiveall, il se connecte au protocole de réplication de Postgres et il récupère les journaux de transactions qui sont générés en temps réel. C'est deux façons de faire. Donc, les avantages du PITR, les avantages du Point in Time Recovery, c'est qu'on peut faire des sauvegardes à chaud, on a moins de pertes de données, parce que oui, un pgdump, vous le faites une fois dans la nuit. Un pgbase backup, vous le faites une fois dans la nuit. Mais les walls, ils sont générés toute la journée. Et donc, potentiellement, vous perdez quoi? 16 mégas, la taille du segment wall. Donc c'est quand même beaucoup moins de pertes de données. Et comme je vous ai dit, il n'est pas obligatoire de rejouer l'ensemble des journaux de transactions jusqu'à la fin, jusqu'au dernier sauvegardé. On peut s'arrêter n'importe où au milieu. L'inconvénient, c'est qu'on doit sauvegarder et donc restaurer l'intégralité de la base de données, l'intégralité de l'instance en tout cas, et ça nécessite forcément plus d'espace de stockage, des sauvegardes et des journaux de transactions. Et, point non négligeable, le journal des walls, les nettoyages des walls, il est bloqué en cas d'échec de l'archivage, parce que Postgres, il est censé être fiable. Vous lui demandez de faire une copie de votre fichier wall avant de le supprimer, s'il a copié l'échoue, il ne va pas le supprimer. Ça a quoi comme impact? Ça veut dire que si votre copie elle échoue, vous avez des walls qui s'accumulent, vous avez plus d'espace disque, je peux vous prier de croire que Postgres il va pas aimer, parce que Postgres pour lui, les journaux de transaction, c'est sa vie, c'est sa base, c'est son origine. S'il ne sait pas créer de fichier de transaction, s'il n'a plus d'espace disque, il va vous dire ah, panique, shutdown, débrouillez-vous. Et donc c'est forcément moins simple à utiliser que pgdump. Et donc c'est là qu'intervient ma petite mise en garde. Le PITR, la sauvegarde physique, ne le faites pas à la main. Il y a des outils dans l'écosystème de Postgres pour faire ça. Notamment pgbackrest, l'outil dont je suis contributeur.
Alors, petite démo. Cool, je suis même en avance, donc on pourra aller plus vite que ce que je pensais. Alors, concrètement, comment ça marche le PyTR? Donc là, je vous ai créé une petite base de données PGBench, vide. J'ai utilisé PGBench, qui est donc un outil de simulation d'activité sur Postgres. J'ai créé j'ai initialisé la base de données PGBench avec une échelle 600, ça me donne de mémoire quelque chose comme 10 gigas de base de données. J'ai lancé une activité dessus avec 4 clients, 2 jobs en parallèle pendant 5 minutes. Et pendant ce temps-là, j'ai activé l'archivage et je lui ai dit fais-moi une copie dans Backup Space Archive. Et donc là, j'ai ma base de données, elle vit. Une activité dessus, elle fait 10 gigas et une activité, et donc il sauvegarde, il copie ces journaux de transactions qui sont générés, donc toute l'activité est tracée dans ces journaux de transactions, on en a une copie dans notre espace de sauvegarde. Arrive le moment de faire une première sauvegarde. Et donc je vais faire quoi? PGBase Backup. Je vais pas m'emmerder pour ce coup-ci, je vais juste faire format plein, donc le répertoire de données vide. Par contre, là j'ai changé while method égale none. While method égale none, pourquoi? Parce que j'ai pas besoin de PGBase Backup me ramène les journaux de transactions. Je les ai déjà dans les archives. Donc pourquoi le faire 2 fois? Donc je peux même dire à PGBase Backup, ne me copie pas les journaux de transactions, je les ai déjà. Par contre, PGBase Backup, il va quand même aller vérifier que les journaux de transactions, ils ont bien été archivés par Postgres. Et il va vous le dire. All required WAL segments have been archived, donc il est capable de vous dire, ok, dans les archives, tu devrais avoir l'ensemble des journaux de transactions nécessaires à la cohérence de ta copie. Et puis on est parti, en fait. Un petit moment, oups. Ah, c'est là qu'on va voir les plus réveillés. Ça, c'est une petite astuce que j'aime bien donner. Select pg create restore point. Create restore point, je vais vous expliquer dans un moment ça fait quoi, mais grosso modo, ça vous crée un point de restauration, un pointeur dans vos journaux de transaction pour savoir où est-ce que vous êtes. Et là, je l'ai appelé Voxel Luxembourg démo. On va voir après à quoi ça sert. Je démarre une transaction, je fais un select de ma localisation actuelle dans les journaux de transaction, donc while LSN, log sequence number, la position dans les journaux de transaction, ainsi que du current timestamp, donc le moment à laquelle j'ai lancé la requête, et puis voilà, je fais un petit delete d'une de mes tables et j'oublie ma where close. Et puis je fais mon commit. Magnifique, c'est commité. Je me dis, c'est pas un problème, je fais un create table d'une table importante et j'y insère des données très très importantes, j'appelle ça pgdump ou pas pgdump. Et puis je fais un commit et j'utilise cette magnifique petite fonction Postgres qui est pg switch wal. pg switch wal, il va juste demander à Postgres de passer au wal suivant pour archiver le précédent. Donc je m'assure que mon delete et mon insert arrivent bien dans mes archives. Et donc là, maintenant, on se retrouve avec un développeur qui vient me dire « Écoute, je suis désolé, j'ai oublié de faire un where close dans mon delete, est-ce que tu peux m'aider ?» Alors oui, je peux l'aider. Première chose, je peux utiliser son pg create restore point. Parce que j'ai créé un enregistrement. La documentation en français, elle me dit quoi? Elle me dit « J'ai créé un enregistrement en marqueur, un pointeur, dans le journal de transaction. » Et ce marqueur, il peut être utilisé comme cible de restauration. Donc, au moment de votre restauration, vous allez dire à Postgres pas de problème, rejoue l'ensemble des journaux de transaction et arrête-toi où? Recovery target name, Voxel Luxembourg démo. La première fois que tu vas trouver ce pointeur nommé Voxel Lu démo dans tes journaux de transaction, tu t'arrêtes là. Magnifique. Ça, c'est quand même un type super intéressant à faire avant de mettre en production une nouvelle version d'un schéma applicatif, par exemple. Deuxième information utile que je peux récupérer, j'ai pensé à faire pg current while lsn, donc j'ai la position actuelle dans les journaux de transaction, donc je pourrais m'arrêter précisément à cet endroit-là. J'ai éventuellement le current timestamp, donc exactement le moment auquel j'ai fait ma requête, donc je peux m'arrêter à ce moment-là. Donc j'ai 2 paramètres pour faire ça. J'ai recovery target lsn, c'est juste la position dans les journaux de transaction, et j'ai recovery target time. Généralement on utilise recovery target time, pourquoi? Parce que développeur, ouais, c'était il y a à peu près 1 heure. Vous pouvez jouer comme ça avec le recovery target time, être un peu flou. Voilà. Je vous assure, à 2h du matin, vous n'avez pas envie d'aller déchiffrer les journaux de transaction pour savoir exactement où il a été le delete. On se dit, c'est pas grave si je perds quelques minutes de données, mais je préfère ça que de perdre 24 heures. Et donc, généralement, le conseil qu'on donne, et tout le monde connaît cette fameuse loi de Schrödinger, l'état de toute sauvegarde est inconnu jusqu'à ce qu'une restauration soit tentée. Et moi, dans le monde Postgres, j'ai même envie de vous dire, l'état de la sauvegarde est inconnu jusqu'à ce que la restauration soit terminée, soit tentée, et qu'elle ait réussi. Parce que c'est pas parce que vous avez restauré que Postgres est capable de redémarrer, et qu'il va en plus arriver au point où vous vouliez. Hein. Donc,
Ça à prendre en compte. Alors, pratiquons du coup un PITR, pratiquons une restauration. Je vous rappelle mon état initial. En base de données, ma table pgbench_tellers, elle est vide, j'ai fait un delete, et j'ai bien une ligne dans ma table important table. Maintenant, je stoppe ma base de données, je supprime le répertoire de données, je restaure mon pgbase backup. Je dois faire ça à la main, malheureusement, parce que j'ai pas utilisé pgbackrest. Par contre, maintenant, il faut dire à Postgres, ok, t'as restauré ton data, t'as restauré tes walls, mais qu'est-ce que tu dois faire? Parce que Postgres, il n'est pas si malin que ça, il faut quand même lui dire ce qu'il doit faire. Et donc la première chose à faire, c'est lui créer un recovery signal pour lui dire « Eh, on restaure, il faudrait peut-être que tu fasses un recovery ». Mais recovery, ben, on a le même problème, on a où est-ce qu'il doit trouver ces journaux de transactions. Où est-ce qu'ils sont stockés. Donc on a le même paramètre, on a l'archive command pour dire tu prends une copie de ton wall, tu stockes dans tes archives, ben on a le paramètre inverse, restore command, récupère ton fichier dans tes archives et ramène-le dans ton répertoire de données. Et puis ma target name, merveilleux, j'ai pensé à faire un pg create restore point, donc je peux utiliser voxelu demo comme cible de restauration. Et puis là, c'est plus un petit tips que je vous donne pour la production. Quand vous faites une sauvegarde avec un outil correct, comme pgbase backup par exemple, vous avez un backup label. Dans le répertoire de données, vous allez avoir un fichier qui va apparaître qui s'appelle backup label. Ce backup label, il permet d'identifier la position de départ au moment de la sauvegarde. Donc il est capable, du coup, de vous identifier. Vous vous rappelez, j'ai commencé à copier une base de données active, des fichiers qui étaient occupés de modifier pendant que je les copiais. Et bien il est capable de vous dire, ok, ta copie, elle a commencé à cet endroit-là dans les journaux de transaction, donc tu vas devoir commencer à rejouer toute l'activité qui a été générée depuis ce moment-là. Donc ce fichier, il est méga important. Et donc voilà, je crée donc mon recovery signal, je crée mes paramètres de recovery, et je démarre Postgres. Mais comment est-ce que je sais ce que Postgres fait? Comment est-ce que je sais si ça a marché? Je vais voir les logs. C'est la première chose qu'on fait, parce que dans Postgres, il va tout vous tracer, il va vous dire qu'il va démarrer un recovery, qu'il va démarrer où? Merveilleux, il démarre à la bonne position, j'arrive pas à le voir, voilà. Il démarre à la bonne position, il va rejouer les journaux de transaction, et il vous dit, ok, donc je suis prêt à démarrer un point in time recovery jusqu'à voxelu demo. Il va rejouer tous ces journaux de transaction, il va trouver merveilleux consistent recovery state reached, donc ça veut dire qu'il a bien atteint son état de cohérence, donc il a bien rejoué toute l'activité qui a eu lieu pendant votre copie. Et à ce moment-là, il est capable en fait d'ouvrir les connexions à la base de données, mais en lecture seule. Parce que là, le rejeu, il n'est pas fini, il peut encore rejouer 24 heures de journaux de transaction derrière. Mais vous pouvez déjà vous connecter en read-only. Parce qu'au moment où il va atteindre sa cible de restauration, il va vous dire « Ah, magnifique, j'ai atteint ma cible de restauration, tu peux te connecter, je me mets en pause, tu peux te connecter en lecture seule, tu peux aller vérifier que c'est bien le point que tu voulais atteindre. Si jamais c'est le point que tu voulais atteindre, merveilleux, tu utilises pgwall replay resume pour terminer et t'ouvrir en lecture-écriture. Donc ce qu'on fait, on se connecte en base de données, on vérifie, ah merveilleux, j'ai récupéré mes 6000 lignes dans pgbench_tellers, mais par contre j'ai perdu mon important table. Bah oui, c'était le create table, il était après le delete. Donc forcément, on ne sait pas faire de miracle, on voulait récupérer les données dans pgbench_tellers, c'est ce qu'on a. Donc magnifique, on fait quoi? On suit la recommandation du int de Postgres, select pgwall replay resume, et là, magnifique, le log nous dit j'ai généré une nouvelle ligne de temps ID numéro 2, et j'ai terminé mon archive recovery, et ma base de données est prête pour accepter des connexions normales. Donc là, magnifique, votre base de données, elle est prête, elle a vos données pgbench_tellers, et elle vous a même généré une nouvelle ligne du temps. Pourquoi? Alors, je vais encore essayer de pas trop digresser, parce que la ligne du temps, j'adore en parler. Je présume que vous avez tous vu ces films Marvel où le héros revient dans le temps, sauve sa maman, revient dans le présent, et dans le présent, il est dans une réalité alternative en fait. Eh ben, c'est la même chose avec vos données en fait. Vous faites un restore, là, vous avez votre sauvegarde de la nuit, et puis vous avez quelqu'un qui fait un delete, je sais pas moi, il est 17h40, quelqu'un qui a fait un delete à 17h, 17h10 il y avait un insert, mais il est toujours 17h40. Vous lui dites, bah tu reviens à 17h-5, juste avant le delete, boum, tu branches, hop, j'ai une nouvelle ligne du temps. Sauf que pour la base de données, il est toujours 17h40. C'est juste qu'il est dans une réalité alternative, avec des données différentes.
Donc c'est pour ça qu'on a une nouvelle ligne du temps. Parce qu'on est capable d'identifier directement dans les journaux de transaction et dans les archives wall aussi, toutes les données qui ont été générées après ce qu'on appelle flashpoint, après le point de bifurcation au moment où vous avez restauré vos données. Et ça se retrouve directement dans les archives en fait. Si vous regardez quels sont les journaux de transactions qui ont été archivés, vous allez voir directement, ok, mon backup il a été pris sur la ligne du temps 1 sur le 467, puis après j'ai eu 468, et puis j'ai ma ligne du temps temporelle numéro 2 qui a été générée à partir de 68. Donc on sait à peu près où ça a bifurqué. Et comment est-ce qu'on sait exactement et précisément où est-ce que ça a bifurqué? On a ce fichier .history qui existe de la ligne du temps temporel numéro 2. Si vous regardez ce qui est écrit dedans, il va vous dire « Ah, ben ma ligne du temps temporel numéro 2, elle a été générée à partir de la ligne du temps numéro 1, elle a switché à cette position-là dans les journaux de transaction, et elle l'a fait pourquoi? Parce que j'ai demandé un recovery avec un restore point voxelu demo. » Et donc quand vous faites comme ça, quand vous voyez un message d'erreur passer en production avec de nouvelles lignes du temps et que vous vous demandez pourquoi, ben, vous pouvez aller voir les fichiers historiques, ça va vous le dire. Parce que typiquement, si vous avez de la haute disponibilité avec des bascules automatiques, il y a aussi une ligne du temps qui a été générée. Et donc ces fichiers history, ils sont méga importants pour savoir d'où vient la ligne du temps et à quel moment est-ce qu'elle a bifurqué. Donc en résumé, pgdump, c'est très utile pour faire notamment un export d'une table, un export d'une seule base de données. Mais c'est souvent pas suffisant. Ça fait pas une copie de production exacte, ça marche pas. Donc comprendre les limites de pgdump, c'est vraiment s'apporter de la sérénité et pouvoir construire des scripts qui vont bien. Et surtout, le vrai backup, c'est celui qu'on peut restaurer. Donc s'il y avait vraiment un message à retenir de la conférence d'aujourd'hui, que j'espère que vous retiendrez, c'est que les sauvegardes, c'est pas qu'un truc de DBA en fait. C'est aussi un outil de développement responsable. Parce que clairement, si vous voulez une copie de prod sur test, un pgdump, ça suffit pas. Si vous voulez récupérer pgbenchtellers, sans sacrifier vos important tables. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un restore sur un serveur à côté, et puis on utilise pgdump pour aller exporter la table pgbench tellers et la réimporter dans votre cluster de production. On ne fait pas un restore point in time recovery en production, on perdrait trop de données. On fait ça à côté, et on combine pgdump et pgrestore. Et ça, clairement, c'est un peu... c'est aussi pour ça que moi je donne beaucoup de conférences dans les conférences Postgres, etc., à des DBA, mais c'est aussi pour ça que je viens à la rencontre d'autres profils utilisateurs pour vous faire comprendre qu'en fait, il n'y a pas que des développeurs, il n'y a pas que des DBA et des DevOps et des Ops, il y a tout ça, ces gens-là, il faut qu'on communique. Parce que clairement, moi, je suis capable de vous remonter une base de données à 2h du matin. Mais si vous me dites pas, ah ben j'ai créé un point de restauration avant ma migration, si vous me donnez pas les infos, je peux pas vous aider. Et donc, clairement, les sauvegardes, c'est pas qu'un truc de DBA, ce sont des outils de développement responsable, et c'est important de communiquer ensemble. Et donc, avant de passer aux questions, je voudrais vous remercier d'être venu assister à cette dernière présentation dans cette salle, de m'avoir donné l'opportunité de venir présenter au Vox Days, et puis voilà, si vous avez besoin d'un coup de pouce avec Postgres, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour prendre soin de vos bases de données pendant que vous vous concentrez sur vos requêtes et vos applications. Merci beaucoup. Un peu de temps pour les questions, je sais pas. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai fait plein de répétitions, et à chaque fois, j'étais tout juste dans le timing, et là, je suis en avance. J'ai dû zapper des parties, je pense. J'ai tendance à dire que oui en français, pas en anglais. Donc généralement, je parle très peu en français, généralement c'est en anglais, et généralement j'ai déjà remarqué qu'en anglais, c'est l'inverse. Dans toutes mes répétitions, je suis bon dans le timing, par contre, je digresse beaucoup plus en anglais. Pourquoi? Parce que je travaille au quotidien en anglais, et que toute la documentation est en anglais, que tout le support que je fais de l'outil PG Backrest est en anglais, et donc généralement quand j'ai la présentation avec les termes techniques en anglais, bah, je les ai déjà en tête, je dois pas les traduire, et donc je parle beaucoup plus vite, en vrai qu'en répétition. Mais bon. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va aller boire un coup alors. Ah, merci beaucoup. Merci.